Bonsoir à tous, le face-à-face de la semaine, une heure de débat entre Manuel Valls et Éric Zemmour, l'ancien Premier ministre et l'éditorialiste. Voici quelques questions que nous nous poserons ensemble. Regardez le sommaire. Qu'est-ce que l'identité française? Peut-on la défendre sans être identitaire? La déchéance de nationalité proposée puis abandonnée par François Hollande est-elle irréalisable? Qu'est-ce que la gauche aujourd'hui? Peut-on rassembler ces deux gauches présentées par Manuel Valls comme irréconciliables? Et puis, qu'est-ce que faire de la politique aujourd'hui? C'est parti pour le face-à-face. Bonsoir Manuel Valls. Bonsoir Éric Zemmour. Alors Manuel Valls, vous avez été maire d'Évry, député de l'Essonne, ministre de l'Intérieur, Premier ministre. Vous êtes depuis bientôt 2 ans conseiller municipal à Barcelone et vous avez écrit plusieurs ouvrages. L'exigence, pouvoir, ou encore Pour en finir avec le vieux socialisme et enfin être de gauche. Barcelone, je retourne à la maison, un livre en espagnol. Et le dernier en date aux éditions Grasset, Pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines, phrase de Romain Gary. Et dans ce livre politico-personnel, on va dire, vous vous livrez sur votre amour pour la France, sur sa culture, sur vos erreurs, sur votre volonté d'être utile à la France. Et dans cette déclaration d'amour, vous faites à la France, que vous faites à la France à travers ce livre, vous dressez quand même le portrait de 2 Frances que vous n'aimez pas, celle d'Assa Traoré, sœur d'Adama Traoré, et celle d'Éric Zemmour. Alors, qu'est-ce qui vous dérange dans, je cite, la France d'Éric Zemmour? Je crois qu'il y a toujours un préambule dans cette émission, dans ce débat. On commence à dire tout le bien qu'on pense d'Éric Zemmour, qu'on le connaît depuis longtemps. Non, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Non, je parle des invités. Comme si certains étaient gênés. Moi, je ne suis pas gêné. Je débat avec plaisir avec Éric Zemmour. C'est vrai que nous nous connaissons depuis longtemps. Nous ne sommes pas des amis, nous nous connaissons depuis longtemps parce que les années sont passées. Mais je vais lui parler, nous allons discuter, comme je le fais dans le livre, très directement. Parce que si c'est pour s'envoyer des compliments, là, lui ne le fera pas. Alors que je dis le contraire dans le livre, cela n'aurait aucun sens. Mais je vais le faire évidemment de manière polie et surtout de manière civilisée. Je dis dans le livre, d'abord mon amour pour la France, et on s'expliquera peut-être, parce que je considère que la France, on parlera de l'identité, c'est une histoire, une culture, une langue, des valeurs que nous partageons. Mais je dis aussi, alors c'est évidemment le sens de ce livre, la France que je n'aime pas. Et je consacre 4-5 pages à Éric Zemmour et autant à Assa Traoré. Je pense qu'ils ne sont pas contents tous les deux, mais enfin, ce n'est pas le sujet d'être éventuellement comparés. Et je considère que le discours, les idées qu'il défend sont dangereuses. Et qu'elles développent un esprit parfois de guerre civile, ce qui est souvent sa crainte d'ailleurs dans ces expressions. Que vous jouez, vous Éric Zemmour, sur les peurs. Et qu'il vous arrive de tenir aussi une forme de discours de haine. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que vous êtes intelligent, ça m'inquiète parce que vous êtes cultivé, ça m'inquiète parce que vous avez un vrai succès, à la fois comme essayiste, et puis à travers vos émissions de télévision, parce que vous avez une influence et que vous êtes devenu le héros d'une partie de la droite extrême, en tout cas d'une partie de la droite intellectuelle qui se ressource aujourd'hui, déjà depuis quelques années, mais qui se ressource aussi à travers vous. Donc débattre avec vous directement est forcément utile. Et nous aurons l'occasion d'exprimer les désaccords. Alors pas surtout. J'ai lu Le Destin français il y a longtemps et je l'ai relu pour préparer ce débat. Et il y a une très belle introduction. Y compris, vous évoquez « La France coulait dans mes veines ». C'est aussi la phrase de Romain Gary que j'évoque. Et vous le faites, si j'ai bonne mémoire, en pleurant devant la Bérésina. Vous vous rappelez de la défaite de Napoléon. Mais dans le chapitre, vous le terminez, et c'est une manière pour moi, en 2 mots, d'exprimer quels sont mes 3 désaccords puissants, profonds, avec Éric Zemmour, et qui expliquent que je lui ai consacré cette partie dans le livre. Et vous terminez en reprenant au fond une phrase de Napoléon, en tout cas vous la faites vôtre, vous dites de Clovis à Pétain. Non. De Clovis au comité de salut public. Ça c'est Napoléon. Ça c'est Napoléon. Et vous dites de Clovis à Pétain. Non. Ouais, de Clovis à Pétain, j'assume tout. Enfin, vous assumez l'histoire comme un bloc. Et donc, il y a 3 raisons, même si l'histoire est complexe et que je n'apporte pas une critique globale sur le livre, ça n'aurait aucun sens. La première, c'est sur l'idée
du bouclier et du glaive, c'est-à-dire de Pétain et de Gaulle, c'est-à-dire, je pense, une révision de l'histoire, c'est un débat, mais qui est mis au service, je crois, d'une volonté de s'attaquer à des fondements de la République. La deuxième raison, et c'est toujours dans ce que j'appelle une forme de révisionnisme historique, c'est le rôle que vous prêtez à Pétain concernant les Juifs français. Ça, c'est le premier bloc de désaccord. Le deuxième, d'un mot, là aussi, c'est, au fond, vous reprenez concernant l'immigration, la théorie du grand remplacement. Et le troisième, c'est que je vois derrière ça ce qu'on appelle le populisme en politique, c'est-à-dire, je crois, la destruction aujourd'hui des formes de la démocratie représentative. Et ça, ce sont, dans le livre, c'est pour ça que je les rappelle, les 3 désaccords fondamentaux que j'ai poliment, de manière civilisée, mais très clairement, avec vous, Éric Zemmour. C'est tout à fait poli et courtois, et je serai, j'espère, aussi poli et courtois. En revanche, si je me permets, déjà, merci de venir oser débattre, parce que bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas venir débattre, donc effectivement, je vous en sais gré. Mais c'est vaste surtout. Donc, vous avez fait une longue introduction. Je ne vous le reproche pas du tout, parce que moi-même, j'ai tendance à faire des longs développements. Mais du coup, ça va me demander, si vous permettez, de répondre. J'espère que je ne serai pas trop long. D'abord, la première chose, quand vous dites, et dans le livre, dans votre livre, vous mettez en gros dans le même sac que Assa Traoré, j'arrive pas, comment vous dire, j'arrive pas à vous prendre au sérieux. C'est-à-dire que j'hésite entre est-ce qu'il est dans une posture, est-ce qu'il est hypocrite, comment peut-il, lui, Manuel Valls, avec tout ce qu'il a dit, mettre dans le même sac celui qui défend la France et celui et celle qui n'a de cesse que de vouloir la détruire. Il y a déjà là quelque chose qui ne va pas. Soit vous ne croyez pas à ce que vous dites et vous voulez simplement nous mettre dans le même sac pour essayer de vous faire bien voir par la gauche ou ce qu'il en reste. Et ça, vous savez en gros que c'est peine perdue. Vous avez vu d'ailleurs, moi j'étais très frappé par la haine qui vous a été adressée généreusement, je dirais, dans la primaire du Parti Socialiste face à Benoît Hamon. Ça m'a beaucoup frappé. Moi, j'avais l'habitude pour moi et j'ai vu que je n'étais pas seul. Donc, si vous voulez, ça ne marchera pas. Votre truc ne marchera pas. Ou alors, vous y croyez, vous pensez vraiment, et vous reprenez là la thèse de vos amis, Bouvet, Clavreul, etc., du printemps républicain, de la tenaille identitaire, c'est-à-dire que vous pensez vraiment que la République est prise en tenaille entre les identitaires des coloniaux et les identitaires que j'appellerais moi français, que vous appellerez peut-être blancs, ou que sais-je, on en parlera, en tout cas entre les deux identitaires, les deux identités, et là, c'est encore beaucoup plus grave, si vous voulez, que si vous étiez dans la posture et si vous étiez hypocrite. Pourquoi ? Et on va venir à votre interrogation sur Pétain. Parce que, en fait, vous referiez une erreur historique. C'est-à-dire que quand il y a le feu au lac, quand le pays est en danger, il n'y a plus à choisir. On ne peut pas refuser de choisir entre ceux qui attaquent le pays et ceux qui le défendent. Parce que sinon... Et c'est là le grand paradoxe, après ce que vous avez dit, vous referiez la même erreur que celle du maréchal Pétain, qui justement, à Vichy, refusait de choisir entre Londres et Berlin, refusait de choisir entre les résistants et les collabos, refusait de choisir, vous savez, c'est le mot de Charles Maurras, entre ceux qui disaient « ya », sous-entendu aux Allemands, et ceux qui disaient « yes », sous-entendu aux Anglais. Et ça serait assez paradoxal pour vous, qui avez toujours rêvé d'être Clémenceau, que de finir dans les habits du maréchal Pétain. Ça serait assez drôle, accordez-le-moi. Mais je pense que vous feriez cette même erreur. Et quand vous me dites que, puisque vous voyez, j'aborde le sujet, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt pour cette histoire de maréchal Pétain, que vous expliquez que c'est notre fond de désaccord. L'un de nos fonds de désaccord. L'un des fonds de désaccord. Il y en a 3. Hein. Il y en a 3. Bon, donc je viens directement à ça. La thèse du glaive et du bouclier n'est pas une thèse, comment vous dire, anti-républicaine. Elle n'est pas du tout une thèse anti-patriotique. Elle est défendue, vous le savez, par des gens qui ont été des résistants. Des résistants proches du général de Gaulle. Ça part de là. Ensuite, elle est défendue dans un livre remarquable, que je vous invite à relire, que j'avais relu d'ailleurs pour écrire Le Destin français, qui est de Robert Harron. Oh, donc c'est un livre qui n'est pas du tout pétainiste, contrairement à ce qu'on dit.
on n'est pas obligé d'être d'accord avec Robert Paxton, vous voyez. La thèse du glaive et du bouclier, je ne dis pas qu'elle est théorisée. Alors, attention. c'est quoi cette thèse? C'est simple. Si vous permettez. Bien sûr, Christine, c'est très simple. Certains disaient, à l'époque, pendant les années de guerre et après, le maréchal Pétain défendait les Français, puisqu'il était là à Vichy pour défendre les Français contre les Allemands qui avaient des exigences, donc il essayait de les protéger comme il pouvait, ça c'est le bouclier, et le général de Gaulle était celui qui représentait l'arme de la France, l'épée de la France, pour reprendre l'expression même du général de Gaulle. Il ajoutait « Dieu sait si elle est courte », et qui donc combattait. Et donc, il y avait Pétain qui protégeait les Français, tout en étant en mèche avec les Américains et les Anglais, parce que ça, on le dit jamais, mais vous le savez très bien. Il était de mèche avec l'ambassadeur américain, il était de mèche avec les Anglais. Et de Gaulle qui disait « Je suis la France combattante et je serai dans le camp des vainqueurs ». Une espèce de suprême habileté française. Et cette thèse-là, je pense qu'elle n'est pas conceptualisée comme ça. Je vous l'accorde volontiers, d'ailleurs je ne le défends pas comme ça. Mais je pense que ce n'est pas complètement stupide. Maintenant, pour les Juifs français, vous savez, moi, je m'en tiens aux chiffres. Il y a eu 90% des Juifs français qui n'ont pas été exterminés. J'estime que, bon, c'est qu'il y a eu quelque chose qui les protégeait. Et vous savez ce que je dis là? Paxton le conteste, d'autres historiens français qui sont dans la veine de Paxton le contestent, mais il y a des grands historiens qui l'ont dit avant moi. Le Raoul Hilberg, spécialiste de l'histoire de l'antisémitisme, l'écrit. Léon Poliakov, spécialiste de l'histoire de l'antisémitisme, l'écrit. Donc vous voyez, on a le droit d'avoir une querelle historique. Et en plus, et je finis, Manuel Valls. Pourquoi j'ai fini vraiment. Pourquoi? Parce qu'il faut que je vous explique quand même, parce que moi je suis honnête avec vous. Pourquoi j'ai exhumé cette histoire? C'est pas spécialement parce que j'avais des tendresses pour le maréchal Pétain, pour la collaboration, loin de là. En plus, moi je devrais plutôt détester le maréchal Pétain, vu qu'il a supprimé le décret Crémieux qui avait fait de ma famille des Français. Donc vous voyez, je n'ai pas de tendresse particulière, mais je crois aux inconscients collectifs. Je crois à l'histoire. Et je pense que cette histoire de Pétain, cette culpabilité maximale, nous pourrit la vie et nous hante. Et nous empêche d'avoir un regard honnête, d'avoir un regard fier sur notre histoire. Et on abordera tout à l'heure les autres points. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai repris et que j'ai paraphrasé la phrase de Napoléon, de Clovis au comité de salut public, j'assume tout. Ce que j'ai écrit est profondément sincère. Alors on peut le contester, bien évidemment. Comme vous, quand vous écrivez sur votre regard de l'histoire. Je ne doute pas un seul instant qu'il y a de la sincérité. Donc je le pense. Moi, je n'ai pas besoin de chercher des excuses. Mais quand vous écrivez votre amour pour la France, et vous parlez aussi de votre propre parcours, de ma naturalisation, comment je suis devenu français, au fond, quand vous écrivez vous-même sur l'école de la République, sur la morale le matin, sur la carte des géographies, sur, au fond, une éducation, une instruction publique qui était encore celle qu'avaient inventé Lavis et Michelet, on a partagé ça comme des millions et des millions de Français. Et pour nous tous, il y a 40 ou 50 ans, nous étions tous les descendants des Gaulois. Ou plutôt, les Gaulois étaient, selon la formule consacrée, nos ancêtres. Et moi, qui n'ai pas un grand-père poilu, aucun membre de ma famille n'a été dans la Première Guerre mondiale, espagnol ou suisse, italien, je pleure devant Verdun. Je suis comptable de cette histoire que j'ai appris. Donc je suis passionné, comme vous, bien sûr, par l'histoire. De l'autre côté, oui, je pense qu'il y a une tenaille identitaire, c'est vrai. Les thèses, les écrits, depuis longtemps, de Laurent Bouvet notamment, qui, avant bien d'autres, à gauche, a vu la question identitaire, et faute de l'avoir traitée, je parle de la gauche, elle est aujourd'hui, sur cette question-là, et sur bien d'autres, évidemment, en crise. La tenaille identitaire, c'est les deux identités. Vous avez déjà débattu beaucoup de ces questions avec d'autres. C'est ces deux identités qui démontreraient un face-à-face, et d'ailleurs Éric Zemmour défend cette idée au fond, il dit le face-à-face entre deux conceptions de l'identité, et il nous somme de choisir. Oui. Il nous dit il faut choisir son camp. Je refuse. Vous serez obligé de choisir Manuel Valls. Je refuse cela, non pas parce que je ne crois pas à l'affrontement. Moi je pense que l'histoire est tragique. Je sais que nous vivons, et c'est extraordinaire en France et en Europe,
tout cas dans plusieurs pays, en paix depuis 70 ans, ce qui ne s'est jamais vu à l'échelle de l'histoire. Mais je refuse ce choix parce que c'est précisément ce que tous les populistes, cherchant une identité, allez, on va aller vite, ça a été le cas aux États-Unis, blanche d'un côté, noire de l'autre, affrontent et prennent en otage la démocratie représentative. Un mot sur le débat. C'est toujours intéressant de revoir l'histoire. Moi, revoir l'histoire, la mémoire, c'est un enjeu politique, c'est un enjeu culturel. L'historiographie française a été pendant des années dominée par l'école marxiste, communiste, celle de Soboul. Puis ensuite, il a fallu François Furet et d'autres pour apporter un autre regard sur la Révolution française. Vous-même, vous apportez le vôtre sur les 1000 ans d'histoire de notre pays. Bon, ça, c'est un débat. Mais l'histoire moderne, contemporaine, celle que nos parents ou nos grands-parents ont vécue d'une manière ou d'une autre, a évidemment encore un poids plus puissant. Et moi, je pense que, sans ennuyer évidemment les téléspectateurs, les auditeurs, ceux qui nous lisent, cette revisitation de Pétain et de Gaulle est intéressante. Vous avez tout à fait raison sur un point. C'est qu'au lendemain de la guerre, au moment des procès de Pétain et des collaborateurs, parfois avec la volonté d'apaiser le pays, cette thèse, et c'était le livre de Haron, a fait florès. Et puis ensuite, il y a eu toute une série d'historiens, je sais que vous les contestez, Jacquel, Azéma, Paxton, bien sûr. Pas Azéma, pardonnez-moi. Azéma, Paxton. Paxton n'est pas Azéma. Non, mais c'est vrai, non, je dis des historiens, les travaux évidemment très importants de Serge Klarsfeld sur la déportation des Juifs, Henri Michel, Laurent Joly, qui me nourrissent et qui m'ont nourri, d'abord ont contesté cette thèse, celle du bouclier, et si entre 40 et 42, on peut penser qu'il y a eu des hésitations, à partir de 42, là, il y a une rupture, d'abord parce qu'on voit qu'il y a la défaite qui est possible, et il y a la déportation des Juifs. Et deuxièmement, alors là, autant sur le premier sujet, c'est un débat, et un débat sans fin, autant sur le deuxième sujet, il faut être précis. Il y a eu 74 150 Juifs qui ont été déportés. C'est les travaux de Klarsfeld. 25 000 étaient français. 200 000 Juifs ont survécu. Grâce à qui? Grâce à Vichy? Non. Non. Grâce aux Français. Souvent grâce à l'administration. Souvent grâce à la police. C'était le cas pendant la rafle du Veldiv, où 2/3 des Juifs, fort heureusement visés, ont pu échapper grâce à des agents. Et malgré qui? Malgré Vichy, représenté par le secrétaire général de la police. Donc, pardon, Pétain, Darlan, un mot, je termine. Pétain, Darlan, Laval, Bousquet, les premiers signant les lois anti-juives de 40 et de 41, faisant 2 recensements des Juifs, imposant l'étoile jaune, ont mené une politique visant à livrer un maximum les Juifs. Donc, cette thèse, elle ne tient pas la route, et c'est pour cela que, oui, là, je me situe clairement dans ce qu'a été le discours de Jacques Chirac en 95 sur le Veldiv. Il n'y a pas seulement un affrontement... que ce sont des Français qui ont sauvé les Juifs et pas des Juifs. Si, et pas Pétain. Et pas Pétain, pardon. Mais je réponds. Et pas Pétain, et c'est là, c'est pas seulement une controverse historique. C'est lourd en termes de signification, y compris, pardon, je ne le fais pas, mais d'un point de vue presque éthique, moral, quand on regarde l'histoire. Alors, on a beaucoup de sujets abordés. Permettez-moi. Je vais essayer de vite répondre, mais je dois répondre puisque Manuel Valls insiste. Bien sûr. Donc, si vous voulez, il n'y a pas, je vous dis, je vous ai dit, tout à l'heure, je vous ai cité Raoul Hilberg, je vous ai cité Poliakov. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, et vous trouverez les phrases exactement, Vichy a fait un pacte avec le diable, il donne les Juifs étrangers et pour sauver les Juifs français. Et Hilberg ajoute, ça a marché. Je sais que Paxton conteste cette phrase, mais elle n'est pas de moi, vous comprenez. Vous citiez Azéma. C'est pour ça que je vous ai repris, je me suis permis, parce que Azéma ne dit pas comme Paxton. Azéma dit il faut distinguer entre, et ça nous paraît complètement fou aujourd'hui, entre les lois discriminatoires anti-juives de 40, et qu'évidemment je conteste, évidemment que je condamne, mais c'est une évidence, et l'extermination des Juifs, qui est un projet allemand, qui n'est pas un projet français. Et ça n'a rien à voir, en vérité. Le problème, c'est que tout ça s'entrechoque. Et vous avez tout à fait raison. Ensuite, à partir de novembre... Ça provoque l'extermination. Non, ça ne provoque pas. Écoutez, les lois antisémites imposées par les Allemands à Vichy, et Vichy va parfois plus loin, provoquent l'extermination. Mais non, parce que ce ne sont pas les mêmes.
Ce sont les Juifs étrangers qui sont livrés et ce sont les Juifs français qui subissent ces lois. Ce ne sont pas les mêmes. Et il n'y a pas de Juifs. Les Juifs français sont pris quand, en 1944, justement, Vichy ne tient plus rien et que là, il y a les SS qui arrivent. Par exemple, l'exemple de Simone Veil, qui est arrêtée en 1944, parce que ce sont les SS qui l'arrêtent. Ce n'est plus justement la police française. Mais 1942, ce ne sont pas les SS. Non, c'est la police française. C'est la police française. Mais qui arrête des Juifs étrangers. Parce que c'est justement ce qu'on a donné aux Allemands, aux grands dames des Allemands qui, eux, ne font pas la différence. Regardez l'exemple de Pierre Nora, là, qui est très intéressant. Pierre Nora qui livre ses mémoires et qui raconte comment son père était l'ami de Xavier Vallat, commissaire aux questions juives, et que Xavier Vallat a protégé le père de Pierre Nora parce que il y a des exemples de ce ils type. étaient amis. Commissaire aux questions juives, vous voyez. Donc c'est plus compliqué qu'on ne le dit. Mais bref, on va pas passer l'émission là-dessus. Maintenant, je voudrais revenir à la tenaille identitaire. La tenaille identitaire. Quand je vais vous relancer, si vous permettez. Pensez à votre réponse, mais je vais vous relancer tous les deux sur qu'est-ce que l'identité française et est-ce qu'on peut la défendre sans être identitaire. Très bien. Alors c'est très bien. Alors on va attaquer tout de suite votre question. C'est lié à la tenaille identitaire. Qu'est-ce que l'identité française? Ça va me permettre de répondre à ça. L'identité française, c'est quelque chose de complexe. Qu'est-ce que c'est? C'est un peuple qui a forgé ce pays, un territoire, des paysages, une culture, une langue, des mœurs. La fameuse civilité française, le fameux amour courtois au Moyen-Âge, qui est inventé par les Français, ce rapport particulier entre les hommes et les femmes. Vous voyez, tout cela, ça s'appelle la France. Une histoire, évidemment. On a... Manuel Valls et moi lu Renan, on sait que Renan nous explique que c'est justement une histoire partagée, que c'est la volonté de la continuer. Et c'est là que vient la fameuse phrase de vouloir vivre ensemble, qui est complètement transformée aujourd'hui bêtement en un substantif, le vivre ensemble, qui ne veut rien dire, et qui a été galvaudé. Vous savez bien, comme moi, que Renan veut dire... On veut vivre ensemble pour poursuivre l'histoire qu'on a commencée. Donc cette histoire millénaire. Tout ça, c'est l'identité française. Et cette identité française, c'est celle-là qu'il faut défendre. Ce n'est pas être identitaire, ou alors moi j'assume très bien d'être identitaire, de défendre cette identité française contre des gens qui veulent la détruire au nom d'une autre identité. Monsieur Valls, il faut que vous acceptiez l'idée qui est celle d'Huntington, que nous vivons une guerre de civilisation. Vous savez, après la chute du mur, il y a eu deux thèses, vous les connaissez. Fukuyama qui disait « c'est la fin de l'histoire ». En vérité, il était beaucoup plus complexe que ça. Et il disait la démocratie libérale va devenir le modèle de tous les pays et de toute la planète. Et Huntington qui disait avec la fin du marxisme, avec la fin de la lutte des classes, le problème social va être transformé en une guerre de civilisation. Et en fait, c'est Huntington qui a eu raison. Donc, dans cette guerre de civilisation, il faut que vous choisissiez entre la civilisation française, et on définira qu'est-ce que la civilisation française, et une autre civilisation, d'autres civilisations qui veulent détruire et qui veulent remplacer la civilisation française. Si vous refusez ce combat, eh ben, je vous le dis, vous aurez un destin tragique. Ce qui m'importe, c'est que notre pays n'est pas un destin tragique. Et je suis inquiet de ces fractures et de ces délitements. Et c'est toujours intéressant de partir de l'histoire. Et c'est pour ça, mais je ne reviens pas, je pense que c'est plus qu'une faute politique, c'est une faute morale, encore une fois, de tenter de réhabiliter Pétain. Mais il n'y a aucune réhabilitation, je m'en moque complètement. Je veux réhabiliter l'histoire de France. Pardon, parce que précisément, c'est mis au service, et nous en parlerons, je pense, au fond, d'une critique puissante, une critique radicale qui a toujours existé, en tout cas depuis le XIXe siècle, contre les fondements même de la République. Et en tentant une forme, en tentant de réhabiliter Pétain, je pense que derrière cela, il y a une forme de réhabilitation de tout ce discours, de toute cette action, de tous ces écrits contre la République. Je viens à la question de l'identité. L'identité, oui, il y a une identité française. Il y a une identité, nous l'avons dit, c'est une histoire, une culture, ce sont des apports, parce qu'il y a ce savoir-vivre français, il y a aussi l'apport de la Renaissance italienne, la France s'est ouverte parce que les cours européennes, les artistes venaient d'un peu partout, ils influençaient, Voltaire influençait aussi la Russie, les cours de Prusse, d'Autriche, de Russie étaient influencés par nos grands philosophes. Et puis il y a, non pas une rupture, parce que moi je crois à une forme de continuité,
nous n'allons pas reprendre les mots de Marbloch, mais ils sont toujours justes, au fond. On est français ou n'est pas français, celui qui ne s'émeut pas quand on parle du sacre de Reims ou qui ne pleure pas au moment de la fête de la Fédération. Mais il y a un changement, c'est-à-dire que je pense qu'à partir de 1789, pas seulement, je ne veux pas être caricatural, mais la France, à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme, à travers la Révolution française, Napoléon poursuivra d'une certaine manière ce cheminement par le monde. Mais l'histoire, elle n'est pas figée. Cette identité, c'est des paysages, c'est une histoire, c'est une langue. Par exemple, le français n'était pas partagé par tout le monde en France. C'était la langue, bien sûr, mais il y avait des patois, etc. Et la Troisième République, l'école, l'unifie, et une grande partie d'ailleurs du pays se réunifie dans le sang des tranchées de la guerre 14, parce que Bretons, Provençaux, Picards, Alsaciens se retrouvent ensemble dans ces tranchées, dans des conditions épouvantables, mais pour défendre la patrie. Donc il y a mais elle n'est pas figée. Elle n'est pas figée, elle évolue. Moi, je pense que l'histoire, elle peut être tragique. Je pense que, en général, l'Occident, et plus particulièrement la gauche, n'a pas su tirer, je le dis dans le livre, les leçons de la chute du mur de Berlin, des conséquences de la globalisation économique et numérique, le surgissement du djihadisme et de l'islam politique, notamment, ça avait commencé avant le 11 septembre 2001, parce qu'il explose dans tous les sens du terme à la face du monde, puisque c'est la grande puissance militaire et économique qui est attaquée en son cœur, à New York et à Washington, par Al-Qaïda. Donc on n'a pas pris conscience qu'en effet, nous étions face à une confrontation d'idées, un choc de civilisation. Mais attendez, c'est quoi le choc de civilisation? Il est contre ce que nous sommes, contre la démocratie, la civilisation. C'est quoi la civilisation française et européenne? C'est l'alliance incroyable de la démocratie libérale ou représentative, avec un État social, bien évidemment une économie de marché qui vont de pair, même s'il faut des réformes, même s'il faut des changements, une culture, le respect de l'autre, le respect de l'humain, la possibilité de croire ou ne pas croire. C'est tout cela. Et allons sur un autre terrain. Notre civilisation, à travers ses paysages et ses monuments, c'est évidemment la culture chrétienne. C'est le catholicisme et le protestantisme, avec l'affrontement que nous avons connu en France et qui nous a d'ailleurs beaucoup affaiblis, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres pays. Je parle de cette confrontation. C'est aussi l'âme qu'apporte le judaïsme. C'est pour ça que, au moment des événements de Charlie Hebdo et de l'hypercachère des attentats, j'avais dit que la France, sans les Juifs de France ou sans les Français juifs, n'était plus la France. Et c'est d'autres apports. C'est aussi l'islam, qui est aujourd'hui la deuxième religion de France. Mais au cœur de tout cela, non, je ne suis absolument pas d'accord. Dans cette identité, il y a cet esprit, républicain. Mais je le répète. Attendez, non, mais parce que là, vous faites identitaire. Il y a quelque chose. Il faut lui laisser un petit peu la parole. D'un mot, il a beaucoup parlé. D'un mot, je refuse, encore une fois, cette tenaille. C'est-à-dire que ça rappelle, c'est assez drôle de la part d'Éric Zemmour, ça rappelle au fond un peu, moi j'ai à peine connu ça, les communistes qui expliquaient aux autres, à ceux qui critiquaient l'Union soviétique, vous faites le jeu des capitalistes. C'est exactement ce que les uns et les autres nous expliquent. Vous critiquez Zemmour, on fait le jeu des autres. Non, ça c'est pas possible. On vous entend, Éric Zemmour. Pardon. Non, mais parce que c'est important, vous avez dit beaucoup de choses, donc j'aimerais bien répondre. D'abord, vous nous dites, vous essayez de définir l'identité française et vous rajoutez des sources. On a l'impression. Oui, non, mais vous rajoutez des sources. Moi, j'aimerais qu'on aille à l'essentiel. Il y a toujours des apports, il y a toujours des influences. Vous avez tout à fait raison. La France a eu des influences italiennes, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous et réciproque. Nous deux. Mais bien sûr. Mais vous avez bien avant. Mais bien sûr. Lully, quand il arrive à Paris, etc. Les peintres italiens, etc. Mais, vous oubliez un mais, Monsieur Valls, et il est fondamental. On se réappropriait toutes les influences. C'est-à-dire qu'on refrancisait toutes les influences. Vous savez que Louis XIV a refusé les plus grands sculpteurs italiens parce qu'ils étaient trop italiens, parce qu'il fallait qu'il y ait un art français, le fameux néoclassique. Il y a un génie français. Et c'est pour ça que la phrase d'Emmanuel Macron, il n'y a pas de culture française, était absolument scandaleuse. Il faut arrêter de dire que la France subit des influences. Oui, elle subit des influences, mais elle les retraite, elle les retravaille en fonction de son génie propre. Deuxièmement, quand vous dites elle évolue, non, Monsieur Valls. C'est parce que là, vous utilisez les mots de nos adversaires. Vous utilisez les mots des gens qui veulent détruire la culture française. Si, parce que c'est trop facile. C'est pas qu'elle évolue, elle doit rester dans son génie. Parce que, vous comprenez,
qu'est-ce que c'est la culture française? Vous nous dites, alors il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les juifs, les musulmans, etc., les Lumières, la République. Vous faites un gloubi-glouba comme ça, là, toute l'histoire de France. Non, moi je vais vous dire. Ce sont des étapes. Moi je vais vous dire, c'est simple, il y a 2 phrases qui sont hyper simples et qui disent tout. La phrase de Paul Valéry, j'appelle Europe toute terre qui a été christianisée, romanisée et qui a subi la discipline grecque. Et le général de Gaulle, vous connaissez cette phrase, qui répond à Perfit et qui lui dit « Qu'est-ce que de français? Il est bon qu'il y ait des Français bruns, noirs et jaunes, mais ils doivent rester une minorité, parce que sinon ça ne serait plus la France, car nous sommes avant tout un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine. Ça, c'est la France, monsieur Valls, il ne faut pas en sortir, et c'est aux autres, c'est ça tout le problème aujourd'hui. Et vous avez parlé de mon émotion quand j'étais enfant devant cette France qu'on nous apprenait à l'école, mais parce qu'on nous apprenait cette France-là que je viens de définir. C'est ça l'identité française. Et l'universal, j'ai l'impression, moi, que vous défendez la République, que vous défendez la démocratie libérale, mais que vous ne défendez pas la France. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est la France. Et c'est très bien de défendre la République, c'est très bien de défendre la démocratie libérale, mais l'important, c'est la France. Il peut y avoir d'autres républiques. Il peut y avoir des républiques islamiques. Il peut y avoir des républiques de n'importe quoi. L'important, c'est la République française. Et c'est ça qui m'importe, monsieur Valls. Vous ne me prendrez pas à ce jeu et sur ce terrain-là, et surtout pas en défensive, parce que précisément, mon itinéraire, mon parcours, ce que je rappelle on va en parler. dans son livre. Ouais, on va en parler. Mon rapport à la France. Ouais. C'est un rapport construit parce que je pense que la France, je vais le répéter, c'est une histoire, une culture, une langue, une géographie et une communauté de valeurs. Elle n'est pas figée. Mais quelle valeur, monsieur Valls, ça a évolué. Pardon de vous. Même la République a évolué. Pardon. Et c'est ce qui fait de vous, on peut dire, quelqu'un qui a une vision figée de l'histoire. On est à mi-chemin, il reste une demi-heure. On peut considérer même, on aurait dit ça, c'est pas un terme qui à l'époque était forcément négatif, réactionnaire. Et moi je mets effectivement dans cette histoire-là la République, parce que son caractère universel, ses valeurs, et pardon, la démocratie. Moi je me battrais jusqu'au... Donc le général de Gaulle avait une vision figée de la France. Jusqu'à la dernière goutte de sang, précisément, celle qui coule dans mes veines, pour la France et pour la démocratie. Et le général de Gaulle, avec sa culture, ses lectures, Maurras, la Première Guerre mondiale, mais c'est la grande différence d'ailleurs avec Pétain en 1940. C'est le choix qu'il fait. Et de Gaulle, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait de Gaulle par deux fois Monsieur Valls, il restaure et la République et la démocratie. Arrêtez avec cette comparaison avec Pétain. Pétain était considéré comme un général républicain avant-guerre. Pétain était protégé par Blum. Mais je vais vous dire... Arrêtez avec ça. Mais n'arrêtez pas. Et le général de Gaulle était maurassien au départ. C'est beaucoup plus complexe que ça. Arrêtez avec ça. Si vous me prenez sur ce terrain, je vous rappellerai un exemple. On va pas passer l'heure. Parce que là, vous êtes tout le temps... Moi, je vous dis, vous n'avez pas répondu. Éric Zemmour, Piquet, m'interrompt. Alors, je vais vous prendre un exemple. Des généraux républicains, il y en a eu beaucoup. Je vais vous en citer un qui n'est pas dans notre pays. Qui n'est pas dans notre pays. Le général Franco était un général qu'on croyait républicain. Tous les maréchaux de 14 étaient monarchistes. Oui, mais la République, elle s'est imposée doucement. Oui, mais soyez. Arrêtez avec ça. D'abord, je n'arrête. Pardon. Si, parce que je vais vous dire. Je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas. Je n'arriverai pas à m'arrêter sur ce sujet. Vous n'arrêterez pas sur ce sujet-là. Vous n'y arriverez pas. Manuel Valls, si vous permettez, j'ai l'impression, dites-moi, que vous n'avez pas envie de répondre à mes questions. Comment pouvez-vous dire ça? Alors, répondez à mes questions, parce que je veux bien qu'on puisse parler de Vichy, c'est intéressant. Non, je vous ai parlé de la tenue identitaire, je crois que je le définis. Oui, mais poursuivons, parce que chacun a donné son avis, on est d'accord. Avec un grand plaisir, je réponds à vos questions. Non, parce qu'en plus, on a beaucoup de sujets. Je pense je vais demander de dépasser déjà de 5 minutes, parce qu'on a beaucoup de sujets. J'aimerais que vous me répondiez sur, on a parlé de défendre justement l'identité, sans être identitaire, là-dessus, sans être identitaire. Est-ce que c'est possible? Dites-moi. À partir du moment où je parle moi-même de l'identité française et je me définis comme français, je pense qu'on peut parler de l'identité française. Le mot identitaire, c'est comme tous les mots qui servent les uns et les autres à marquer le débat public, le débat politique, au sens noble du terme. Il définit ceux qui s'enferment dans leur identité. D'ailleurs, d'une certaine manière, l'identité telle que Éric Zemmour l'a définie lui permet de s'enfermer dans cette identité. Que cette identité, il l'a dit, qui est une identité, blanche, catholique,
avec le regard qu'il porte sur l'histoire. Oui, mais mon cher Valls, que je ne suis pas. Mais mon cher Zemmour, quand vous voulez. Que je ne suis pas. Oui, c'est ça que j'aimerais que vous faire comprendre. C'est que moi, au départ, je ne suis pas tout ça. Je ne mets pas en cause le fait qu'il soit pas français et lui non plus. Mais non, moi non plus, je ne mets pas en cause. Non, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que cette culture-là doit être adoptée par ceux qui viennent. Ou sinon, ils ne veulent pas être français. Mais la langue. Non, attendez, je ne parle pas de la langue, je parle de ce que j'ai défini tout à l'heure. Il faut s'approprier la culture chrétienne, la culture gréco-romaine. C'est ça la France. Et c'est cette identité-là qui a créé l'universalisme républicain dont vous parlez. C'est un mot parce que c'est né du christianisme. Allons plus loin. C'est un mot que nous n'avons pas prononcé. C'est l'assimilation. Ben oui. Alors, moi, je suis partisan de l'assimilation à la française. L'assimilation à la française ça ne veut pas dire nier nos origines. Non. Les vôtres, juifs, berbères, celles de vos parents. Ça ne veut pas dire nier, mais ça veut dire les hiérarchiser différemment. La musique aimait votre père. Ça n'est pas nier le fait que mon père était un peintre espagnol, ma mère une Suisse italienne. C'est ces cultures. Mais c'est l'appropriation de cette histoire. Et la hiérarchisation, monsieur Valls. Par l'école. Pardonnez-moi. Par l'école. Et c'est la possibilité, mais c'est le grand apport. Et pardon d'insister, vous allez lever les yeux au ciel une nouvelle fois. C'est l'apport de la République dans cette histoire. Mais si, parce qu'il y a un événement fondamental qui ne nie pas l'histoire, qui ne nie pas l'apport, par exemple, du christianisme, bien évidemment, dans notre société et dans notre civilisation et dans notre culture, c'est la République. C'est la séparation de l'État C'est la séparation de l'État et des Églises. C'est y compris le Code civil. C'est le fait que ce ne sont plus les Églises qui gèrent le Code civil, c'est les listes civiles, l'État civil, pardon. Ce sont les mairies. C'est la République, c'est la délégation par l'État. Et ça, c'est un changement profond qui fait que l'assimilation, ce n'est d'ailleurs pas seulement la monarchie qui l'a fait, c'est l'école de la République, et d'ailleurs avec une force incroyable. Il suffit de lire les écrivains bretons ou Jacques Aliès qui expliquent que ceux qui parlaient breton ou provençal, ils étaient au fond de la classe et on leur mettait le bonnet d'âne. Donc, c'est cette... Mais en quoi, aujourd'hui, même s'il y a une confrontation, nous y reviendrons, avec des groupes, avec l'islamisme politique. En quoi, aujourd'hui, cela est-il mis en cause? En quoi ma vision de la République et de l'identité telle que je la défends est mise en cause? Je ne le crois pas. Au contraire, attendez, je vais puissante qui permet d'être beaucoup plus efficace. L'assimilation républicaine, oui, la République, oui, au sens de Péguy, c'est-à-dire la République, notre royaume de France. Pour moi, il y a une continuité historique sur 1000 ans. La République prend la succession de la monarchie, à la fois sur le plan tocquevillien et à la fois sur le plan symbolique, comme disait Péguy, la République, notre royaume de France. C'est De Gaulle, même, bien sûr. Bien sûr. Deuxièmement, l'assimilation. L'assimilation, qu'est-ce que c'est? C'est s'approprier l'histoire de France et la faire sienne. Même lorsque on a été, dans le passé, dans ses ancêtres, des adversaires de la France. C'est ça que j'essaye d'expliquer, c'est-à-dire qu'il faut s'approprier l'histoire de France, et c'est pour ça que j'ai repris la fameuse phrase que vous m'avez reprochée au début de Clovis au comité de salut public, j'assume tout, c'est parce qu'il faut assumer toute l'histoire de France, même contre ses propres ancêtres, en vérité. C'est ça, l'assimilation. Et c'est ça qui n'est plus fait. Et deuxièmement, vous-même, vous avez eu un parcours très particulier. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, vous étiez à Barcelone et vous expliquiez que vous aviez retrouvé votre enfance, vos origines, votre vrai pays, votre famille, et que vous disiez que, en fait, c'était une déclaration d'amour à l'Espagne, à la Catalogne, à Barcelone, que vous aviez retrouvé vos odeurs d'enfance et patati et patata. Et on avait l'impression vraiment que vous aviez complètement oublié la France, que vous aviez donné raison, si vous voulez, à la fameuse phrase de Barrès sur la terre et les morts, que vous aviez renoué avec le sang sur le sol. Si, monsieur Valls, c'est ça l'impression qu'ont eu les Français. Et ça, j'avoue qu'ils étaient sidérés, et moi le premier. Et enfin, quand vous dites il n'y a pas de changement, mais il y a un changement énorme, et vous avez été un des responsables avec tous vos amis socialistes, c'est qu'il y a eu dans les années 80 le renoncement à l'assimilation. Je vous rappelle que la création d'SOS Racisme, qu'est-ce que c'est? C'est justement le renoncement à l'assimilation. C'est qu'on prône après un terme qui ne veut rien dire et qui s'appelle l'intégration. Je vous rappelle, je revois toujours cette interview de votre ami Harlem Désir en 1985 dans Libération, qui dit exactement, jusqu'à présent c'était l'assimilation ou le départ, et nous allons changer cela. Donc c'est ça le problème. Et on a développé, vous parlez de la République, j'essaye de vous montrer
montrer que la République, elle a tout été. La République, elle a tiré sur les ouvriers. La République, elle a été conservatrice. La République, elle a été sociale. La République, elle a même, si vous voulez, depuis les années 80, défendu l'autre avec un grand A et défendu l'étranger contre la patrie française. Et c'est cette République-là dont vous êtes l'héritier aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est perdu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette pseudo-république anti-française que les socialistes ont inventée dans les années 80, l'islam s'est logé et a pu grandir. Alors, donc en fait, c'est vous le responsable de tout ça. Vous, quand je dis vous, collectivement, évidemment, vous avez compris. Manuel Valls. Je ne reviendrai pas sur les questions, mais je le fais d'ailleurs dans le livre, je vous réponds d'un mot. Mais je vous réponds même pas à vous directement, même si je le fais évidemment avec beaucoup de courtoisie, mais aux Français. Les Français ont pu être surpris de mon départ. Je le sais bien. J'écoute, vous savez. Bah, je me doute. Moi, je revenais régulièrement à Paris ou à Évry pour voir ma mère, mes enfants, mes amis, parce que je donnais aussi des interviews dans la presse, parce que j'avais parfois des conférences. Mais j'ai dû m'éloigner pour moi-même, parce que je me sentais brisé, cassé. Rejeté par les Français, par ma famille politique. J'ai vu un monde se détruire. Cela a peut-être pu vous faire plaisir à l'époque, c'est-à-dire la destruction du Parti socialiste. Ma vie intime, personnelle aussi, se défaisait. Et c'est tout le sens de ce livre, c'est pour ça que c'est un livre. Donc ça, la seule chose que j'ai en général, c'est qu'on puisse respecter. Et j'ai retrouvé, c'est vrai, des odeurs, une ambiance de vacances plutôt, d'enfance, d'adolescence. Mais ce qui est extraordinaire de ce que j'ai vécu, c'est que quand vous êtes dehors, quand vous prenez du recul, pas besoin de partir à l'étranger, vous vous rendez compte en quoi vous êtes français. Ça, c'est sûr. Grâce à ma famille, grâce à l'école de la République, grâce aussi à l'engagement politique. Et moi, je me sens profondément français. Et si j'ai envie de revenir dans le débat politique, pas le débat d'idées, je ne suis candidat à rien, c'est précisément parce que je sens les dangers. Ensuite, je pense que dans les années 80, je l'explique dans le livre, j'avais moi entre 18 et 28 ans. C'est là où on se construit, comme vous. C'est peut-être là qu'on s'est croisés pour la première fois. J'ai vu des choses se désagréger. Alors, 40 ans après, c'est facile d'en faire le procès. Mais je pense qu'il y a un moment clé pour la France et pour la gauche. C'est 1989. C'est 1989, c'est l'affaire du voile, de Creil, des filles qui refusent d'ôter leur voile pour entrer dans leur collège. Et à ce moment-là, une partie de la gauche se désagrège. Et moi, à l'intérieur d'ailleurs du cabinet Rocard, je suis un jeune conseiller, je n'ai aucune influence, aucun pouvoir, mais avec d'autres d'ailleurs, nous contestons les choix qui sont faits à ce moment-là par Michel Rocard et par Lionel Jospin. Et je me retrouve, et je le cite, dans cette tribune, signée par Elisabeth Badinter, Elisabeth de Fontenay, Alain Finkielkraut, Jacques Julliard. Il y a là aussi dans mon panthéon des personnes qui représentent, comme d'autres d'ailleurs, ce qu'est ma gauche, parce que moi je suis un républicain de gauche et c'est ainsi que je me définis. Mais il y a deux gauches. Au moins, mais comme il y a plusieurs droites, je crois. Mais d'une certaine manière, cette crise qu'il y a, ce que nous avons dit tout à l'heure, sur le monde qui change avec la chute du mur de Berlin, la globalisation économique, le surgissement des identités, des chocs tels qu'ils ont pu être définis. Ça peut être des chocs de civilisation, de société, de religion, y compris au sein même d'ailleurs de l'islam. Mais là, je pense que commence... C'est un des débats que nous allons aborder aussi, une désagrégation, pas seulement de la gauche, parce que son histoire est liée aussi, pas elle seule, de la République. Et d'ailleurs, la droite au pouvoir, elle-même, ne traite pas non plus ces questions. Donc on se retrouve aujourd'hui face à des difficultés majeures pour le pays, en termes d'unité, et c'est pour ça que je crois à la remobilisation républicaine, elle doit se faire, mais que le chemin, Éric Zemmour, à prendre, ça c'est le grand débat. Il est entre différentes voies. Il n'est pas dans cette tenaille que vous nous invitez, nous sommez de choisir. Il est dans une voie, dans un rassemblement beaucoup plus puissant, dans une coalition qui n'est pas seulement politique, mais qui est culturelle et sociale, qui met la République et la laïcité au cœur, mais toujours avec une générosité. Au fond, ce que je vous reproche, Éric Zemmour, je reproche intellectuellement, politiquement, parfois sévèrement, c'est que vous avez une vision extrêmement pessimiste dans la capacité de la France et des Français à sublimer les grands défis. Alors, moi, je pense que la France a les ressources pour se faire. Éric Zemmour va vous répondre. Je voudrais juste vous relancer sur la gauche, où vous dites en fait que pour vous, la désagrégation de la gauche, on va dire, elle a commencé en 89 avec l'affaire du voile. C'est d'ailleurs tout à fait extraordinaire parce qu'en 89, vous avez différents événements, mais vous en avez au moins deux. Pas en 83 avec l'austérité économique ?
Ça, c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Parce que j'aimerais bien répondre, parce que là, on prend du temps. Là. Pardon, mais en 89, il y a deux événements. Ça ne va pas du tout, là. Il y a deux événements qui ne sont pas de même nature. Il y a évidemment la chute du mur de Berlin qui entraîne le bloc soviétique. Et du coup, la social-démocratie se retrouve sans son adversaire. Et le deuxième, c'est le débat sur le voile qui ouvre toutes les fractures qu'on trouvera, y compris à l'époque avec SOS Racisme. Je suis pas après. Parce que SOS Racisme changera avec Malek Bouti. Je vais vous dire, monsieur Valls, je suis 1000 fois d'accord avec vous. Ça m'inquiète. Les gens non, uniquement sur le choix de la date. Je vais vous dire, vous avez eu la gentillesse de citer mon livre Destin français. Dans un précédent livre, Le suicide français, je faisais des dates comme ça pour remonter des années 70 à aujourd'hui. Et j'avais choisi 3 dates pour 89, ce qui était exceptionnel. J'avais choisi la chute du mur de Berlin, j'avais choisi le bicentenaire de la Révolution française et j'avais choisi le voile de Creil dans le suicide français. Il y a une quatrième date qui n'est pas dans ce livre mais qui est ailleurs, mais qui est Tiananmen, ce qui explique beaucoup de ce qui se passe. Absolument. Alors, et je disais exactement parce que moi ça a été un basculement pour moi. Là j'ai compris une chose, que c'était fini, qu'il y avait un basculement, que l'islam était devenu, depuis 1979, une force révolutionnaire qui allait, une force révolutionnaire très puissante, et qu'il y avait une volonté chez une partie de l'islam en France de refuser l'assimilation. Et c'est pour ça que je vous dis, vous avez été les apprentis sorciers de ce phénomène-là. Vous, les socialistes, vous avec SOS Racisme. C'est vous qui leur avez permis ça, et il faut assumer les choses. Et ça continue, vous avez continué après. Parce que le problème, je ne cesse de le dire ici, c'est, à la limite, on a un problème avec l'islam, parce que l'islam est une religion essentiellement politique. Et donc il n'a pas fait le chemin vers le dépouillement qu'a fait le christianisme entre la spiritualité et la gestion de la cité et le politique. Et donc c'est une religion éminemment politique, et c'est comme ça, c'est ça notre problème aujourd'hui. Et c'est leur problème à eux d'ailleurs, d'abord. Mais il y a autre chose, c'est qu'il y a d'abord le nombre. C'est-à-dire que si il y avait 30 000 musulmans, je dis ça par référence aux 30 000 juifs sous Napoléon. S'il y avait 30 000 musulmans, on ne s'embêterait pas avec le Coran et les hadiths. Il n'y aurait pas de problème. Le problème vient d'abord du nombre. Évidemment, vous connaissez la fameuse phrase d'Engels, à partir d'un certain nombre, la quantité devient une qualité. Et vous avez, vous les socialistes, participé à cette explosion du nombre. Vous-même, en tant que ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que la première chose que vous avez faite? C'est d'avoir augmenté le nombre de naturalisations que Nicolas Sarkozy avait réduit, vaille que vaille, à 50 000. Vous l'avez monté à plus de 100 000. Vous, encore une fois, ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous faites une circulaire au préfet pour qu'il permette de régulariser en masse et en douce en plus. La circulaire Valls. Mais la circulaire Valls, je vous le fais pas dire. Je vous le fais pas dire. Et donc, à chaque fois, vous avez aggravé la situation. Et donc maintenant, aujourd'hui, vous venez la bouche en cœur en nous disant il y a un problème, il y a un affrontement, etc. Mais vous avez favorisé les adversaires que vous prétendez combattre. À la fois idéologiquement, je l'ai dit, avec SOS Racisme, et en même temps démographiquement avec vos mesures, vous, et évidemment avant tous les socialistes, etc. Je rappelle simplement que tout a commencé en 1981, quand la gauche a annulé l'accord signé entre M. Raymond Barre, Premier ministre, et le gouvernement algérien, qui avait accepté de reprendre des centaines de milliers d'Algériens. En général, dans les débats, vous dites que tout a commencé avec le regroupement familial, c'est-à-dire avant. Mais je suis d'accord. Le regroupement familial, Valéry Giscard d'Estaing a reconnu lui-même que c'était la plus grave erreur de son septennat. Prenons le sujet, mais rapidement. Moi, je ne suis pas un fondateur d'SOS Racisme, mais SOS Racisme a évolué. SOS Racisme a été créé dans des conditions de montée du Front National. Ouais. Le reproche qui lui a été fait d'ailleurs par les organisations traditionnelles, c'est d'avoir été utilisé par le pouvoir et par François Mitterrand, mais à trouver d'ailleurs des modes de mobilisation qui n'existaient pas à l'époque, à travers le showbiz. Oui, mais non, pas seulement. Non, mais c'était spectaculaire, hein, c'était beau. Mais ceux qui étaient place de la Concorde, dans la foule, c'est toute une génération qui était dans ce combat contre le Front National. C'était une forme d'engagement politique, au moment où il y avait des déceptions par rapport à ceux qui gouvernaient. Ce que Lionel Jospin appelait le théâtre antifasciste. Oui, mais ça a été sans doute utile, notamment en 88, et ça a été utile à beaucoup de militants. Et SOS Racisme a évolué aussi, d'ailleurs, notamment sous la présidence de Malek Bouti, dont l'engagement républicain et laïque n'est contesté par personne. Alors, mais c'est tout.
Deuxièmement, j'ai beaucoup de questions. mais sur toutes ces questions d'immigration, qui sont d'une très grande complexité, parce qu'elles sont liées à la fois au monde, à notre passé colonial, elles sont liées tout simplement à l'économie, sont à la demande des entreprises. C'est un sujet qui est dans le débat politique, mais il ne suffit pas de décrire. Parce qu'au fond, vous, pour le moment, vous ne faites pas de politique, vous décrivez, c'est plus facile, mais chacun est dans son rôle, et pour ce qui me concerne, j'ai eu à gouverner. 2 mots. D'abord, sur la question de l'islam, et je réponds bien sûr sur la circulaire. J'ai regardé un sondage d'ailleurs très étonnant, parce que les Français interrogés par Ipsos, et ça a été fait dans d'autres pays, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, estimaient que 31% de la population de l'Hexagone est musulmane, contre aujourd'hui à peu près 7,5% en réalité. En disant ça, parce qu'au fond, c'est l'intelligence d'Éric Zemmour, si je puis me permettre, une part d'ailleurs de sa perversité intellectuelle, Diable. Comme beaucoup, non, c'est de partir de sujets qui préoccupent les Français, qui ont des bases de réalité, c'est-à-dire la question de l'immigration, comme dans beaucoup de pays, c'est qu'est-ce qui se passe au sein de l'islam. Mais moi, j'étais l'un des premiers responsables politiques à gauche à dire que là, nous avions un défi considérable. Mais ensuite, évidemment, pour développer d'autres thèses. Moi, je crois que l'islam, les musulmans de France ou les Français de culture musulmane doivent respecter totalement les lois de la République, qu'on ne doit permettre aucune forme, puisque c'est le mot qui a fait Flores, séparatisme, et encore moins d'influence étrangère, et que je considère que c'est l'affaire d'une génération, et que le grand combat, le grand débat, il est d'abord au sein de l'islam au niveau global, et que les djihadistes, l'islam politique, les frères musulmans, les salafistes, parfois avec des États derrière, à commencer par la Turquie, visent l'Europe, parce que c'est là où il y a des communautés musulmanes issues de l'immigration, et que pour nous, parce qu'elles sont là, parce que beaucoup sont français, allemands, néerlandais, britanniques, belges. Non, je veux dire, tout ça, ils sont là et ils ne partiront pas. Donc nous devons démontrer, comme d'autres religions l'ont démontré, que l'islam est totalement compatible avec les règles de la démocratie, de l'égalité homme-femme et de la séparation de l'Église et de l'État. Circulaire. Oui, voilà, circulaire. Moi, j'ai pris une circulaire en 2012 qui consistait à préciser les critères de régularisation. Parce que nous nous retrouvions avant 2012 avec des régularisations au fil de l'eau. Et cette circulaire qui a été prise en effet le 28 novembre 2012 a abouti à la régularisation sous forme d'admission exceptionnelle au séjour de 12 000 personnes supplémentaires en 2013, en prenant notamment des critères qui concernaient les enfants, les familles et la durée de séjour, parce que sinon on se retrouvait avec des situations familiales qui étaient totalement insupportables. Ça a été ça le sens de cette circulaire. Et quand vous regardez d'ailleurs, parce que c'est toujours... Je ne nie pas qu'il y ait des problématiques d'immigration en France et en Europe. Il suffit aujourd'hui d'aller aux Canaries pour voir que nous assistons à un nouveau Lampedusa. C'est-à-dire, mais quand on regarde les chiffres eux-mêmes, quand on regarde les chiffres, et c'est là, c'est le deuxième grand désaccord, qui est au fond l'idée que derrière, on va être submergé par l'immigration et par l'islam. Et autant il y a un défi avec l'islam, autant il y a des problématiques de politique d'immigration, autant nous avons un défi qui est celui de l'assimilation, autant je pense que quand on bascule dans votre discours, qui est celui du grand remplacement, de la fin de ce que nous sommes, c'est-à-dire un pays blanc, et du fait que l'islam va nous submerger, à travers des chiffres qui, pour le moment en tout cas, et il faut être quand même sérieux, ne représentent pas ce danger, à ce moment-là, vous alimentez les peurs, vous alimentez la haine, vous alimentez la confrontation entre les Français, comme on les a vus aux États-Unis. Et c'est ça, Éric Zemmour, qui m'inquiète et qui m'a amené d'ailleurs à écrire ce que j'ai écrit et à débattre avec vous Monsieur très Valls, directement. moi, je me souviens de vous, de ces images à la télévision, vous baladant dans votre ville d'Évry et réclamant quelques blancos, quelques white. Et vous voyez, donc, si vous voulez, quand vous parlez de le grand remplacement qui n'existe pas, en tout cas dans votre ville, il est achevé, le grand remplacement. Non. Ah ben, la preuve, c'est que vous cherchez désespérément quelques blancs à mettre au milieu d'autres. Et combien de villes comme Évry moi, Monsieur Valls, j'ai grandi, je suis né à Montreux, j'ai grandi à Drancy, dans le 18e, à Château-Rouge. Je suis retourné dans ces endroits. Ben, je peux vous dire que ce sont aujourd'hui des endroits uniquement maghrébins ou africains, largement islamisés. Et il y en a comme ça des tas où, en vérité, on n'est plus en France, au sens où, tout simplement, il n'y a plus de mœurs françaises. C'est contradictoire avec ce que je viens de dire. Mais non, c'est contradictoire. Non. Vous êtes en train de minorer. Vous nous non, dites... je minore rien. Et je vais vous dire,
dire mieux. Et ne venez pas me dire que c'est parce qu'il y a une mauvaise répartition. Parce qu'en vérité, ce qu'on voit là, c'est partout en France. On le voit dans les classes, partout. Le maire de Béziers, Robert Ménard, me disait que dans ces classes, il y a 2 tiers, monsieur Valls, d'enfants maghrébins. 2 tiers d'enfants musulmans. Donc c'est pour vous dire, et ça c'est partout en France, même dans les quartiers bourgeois. Le grand remplacement, c'est simplement une expression qui signifie quoi d'ailleurs? Je vous rappelle qu'elle a été inventée par l'ONU, vous vous souvenez, et que Renaud Camus n'a fait que la reprendre. Et que Renaud Camus, qu'est-ce qu'il explique? Ça, vous allez faire croire à personne. Mais ça. Je vous assure que c'est vrai. Non. Mais vous allez faire croire à personne. De toute façon, vous pouvez même prendre la formule qui vient de je ne sais où. Mais c'est pas grave. Mais je vais de toute façon, elle est mise au service d'une thèse, mais vous avez raison. Thèse complotiste, non, c'est pas une thèse, pas du tout. De confrontation et Zemmour. Assumez-le au moins. Mais j'assume. Et nous savons qui est Renaud Camus. Mais bien sûr. Renaud Camus d'abord est un grand écrivain. Renaud Camus est un grand écrivain. Jean Raspail est un grand écrivain. Je vous rappelle que ce qui m'intéresse, c'est les thèses là au-delà. Très bien. Mais c'est quand même important de le dire. C'est pas n'importe qui. Ce sont des gens qui ont compté sur le plan intellectuel. On est d'accord. Et deuxièmement, le grand remplacement, qu'est-ce que c'est? C'est un processus démographique qui est en œuvre. Et je vous ai dit dans tous les endroits que je vous ai décrits, et même dans votre ville d'Évry, ce processus est en œuvre. Donc il ne faut pas le nier. Quand vous me dites, vous essayez de minorer, en vérité, avec des chiffres qui sont plus ou moins trafiqués. Ah bon? Mais oui, l'INED trafique les chiffres, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais bien sûr. Ça c'est du populisme, c'est du baratin. Mais non, c'est pas du baratin, monsieur Valls. Mais c'est une évidence. Ce sont les thèses complotistes. Je vais vous dire, non, les chiffres sont assez clairs. On reçoit à peu près depuis 10 ans, depuis 15 ans, entre 400 000 et 500 000 immigrés, pour la plupart venus de Maghreb et d'Afrique noire, en entrée légale. Et je ne parle pas d'entrée illégale. Vous vous rendez compte? Entre 400 000 et 500 000. Uniquement par les entrées légales, c'est 270 000 en 2019. Voilà. Plus les 130 000 de droits d'asile, ou 170 000 de droits d'asile selon les années, écoutez-moi, qui sont déboutés, mais qui ne sont jamais renvoyés. Le rapport du Sénat parle de 5%, de 10% de renvoyés, et les mineurs isolés, qui sont entre 30 000 et 50 000, qui ne sont ni mineurs ni isolés, mais c'est une autre discussion, et qui rajoutent à ça. Faites le total et vous allez voir que vous arrivez très vite par 500 000 par an. Deux choses. Oui, vous êtes ancien ministre de l'Intérieur, éclairez-nous sur les chiffres. Oui. Et deuxième chose, un mot sur la binationalité, puisque sous François Hollande, il avait, après les attentats, voulu justement avoir cette déchéance de nationalité pour certains individus. Ça a été proposé, puis retiré sous les huées. Est-ce que c'est irréaliste, évidemment, et sous le choc? Et voilà. On peut traiter les deux sujets à part. Oui, tout à fait, l'un après l'autre. Les chiffres et ensuite la binationalité. D'abord, les chiffres. Il y a à peu près 66,9 millions de Français. Il y a à peu près 5,5 millions d'immigrés. C'est-à-dire que ça représente 10% de la population. Parmi eux, 2,4 millions ont acquis la nationalité française, par décret ou par mariage, ce qui représente plus de 100 000 par an. Il y a donc 4,8 millions de personnes, ça peut être un peu plus, mais allez, arrondissons à 5 millions, essentiellement nées à l'étranger. Parmi ces personnes, il y a 1,7 million de personnes nées de nationalité française à l'étranger. Donc vous avez, si je fais cette addition, 8,2 millions de Français, c'est les chiffres d'il y a 1 an et demi, 2 ans, donc on peut évidemment les corriger, vivant en France, nés à l'étranger, ce qui représente 12,3% de la population. Tous les ans, il y a à peu près entre 250 000, moi j'arrondis, ça peut être un peu plus, titres de séjour qui sont délivrés. Il y en a 83 000 étudiants. C'est une politique que j'ai assumée, que d'autres ont assumée, des vrais étudiants, considérant que nos universités devaient s'ouvrir, et notamment pour les élites. Je suis dubitatif, moi, monsieur Valls. On peut avoir des interrogations. Vous avez 90 000 pour des motifs familiaux, c'est le regroupement familial, 33 000 pour le travail, l'immigration économique, et 33 000 autour de l'asile. Ça fait entre 250 et 270. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas été déboutés. Vous avez ensuite, entre les entrées et les sorties, ce qu'on appelle le solde migratoire, entre 50 000 et 100 000. Ensuite, vous avez un sujet que j'aborde et qu'il faut affronter, qui est celui de l'immigration régulière. Alors là, comme il n'y a pas de chiffres par essence... Irrégulière, vous voulez dire. Irrégulière, vous avez raison de me corriger, autour de 300 000, quand on regarde les chiffres de l'AME, de l'aide médicale, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Et il y a un vrai sujet, qui est celui de la capacité de l'administration française à exécuter
c'est vrai pour les déboutés du droit d'asile, c'est vrai pour ceux qui sont en situation irrégulière, les reconduites à la frontière. Mais en disant ces chiffres, ce que je veux dire, c'est que ce sont des chiffres importants qu'il faut. Ce sont exactement les chiffres que je vous ai donnés. Ce sont des chiffres importants, je les ai rappelés, qu'il faut correspondre au nombre de Français. Et deuxièmement, comme j'ai parlé de ghettoisation, d'apartheid territorial, social, ethnique, voire religieux. Comme j'ai été élu d'Argenteuil et surtout, évidemment, d'Évry. Comme j'ai vu ce qui s'est passé en banlieue. Quand j'ai vu que des Français juifs, par exemple, quittaient la banlieue parce qu'ils se sentaient en danger, poursuivis par un antisémitisme de quartier dont j'ai été l'un dont parlait le plus clairement sur ces sujets-là, cette ghettoisation, elle existe. Elle existe dans des banlieues, elle existe dans des villes. Et donc, c'est derrière cela, toutes nos politiques. Moi, je ne parle pas d'habitat, je ne parle pas de logement, je ne parle pas de politique de la ville. Ce sont toutes nos politiques de peuplement. Mais ces politiques de peuplement, on les fait sur quelle base? On les fait sur des principes. On ne les fait pas en les utilisant en permanence pour l'affrontement. Parce qu'il y a une réalité qu'il faut traiter. Pas uniquement l'exposer. Non, mais vous avez raison, il faut la traiter. Il faut la traiter, mais seulement vous ne l'avez jamais traitée, vous et vos amis socialistes, et la droite non plus, je vous l'accorde volontiers, parce qu'il y a effectivement une politique qui serait justement de couper tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire de suspendre le regroupement familial, d'arrêter l'arrivée d'étudiants, qu'ils soient vrais ou faux, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui sont là pour toucher des allocations familiales, suspendre les allocations familiales aux étrangers, suspendre toute la redistribution sociale qui est de solidarité aux étrangers, la limiter aux Français, expulser tous les délinquants étrangers, parce que nous avons à peu près, sur 60 000 prisonniers, il y a à peu près, je crois, 15 000 étrangers dans les prisons françaises, et je ne parle pas des doubles nationalités, puisqu'on doit parler de la double nationalité. Donc il y a une politique alternative, il y a une politique différente qui n'a jamais été mise en œuvre depuis 30 ans, et parce qu'elle ne traite pas la question du nombre, qui est, je vous le répète, essentiel. Vous avez beau minorer vos chiffres, je vous rappelle que les chiffres d'immigration que vous m'avez donnés, c'est exactement ceux que je vous ai donnés. Simplement, moi, j'ai fait les additions. Précisément à la question de oui, moi, simplement, j'ai fait les additions que vous n'osez pas faire. De l'intérieur, elle pensait que j'étais plus crédible. Mais vous êtes très crédible puisque vous avez donné. Mais moi, je vous reconnais votre crédibilité puisque vous avez donné les mêmes chiffres que moi. Simplement, moi, je fais les additions que vous ne faites pas. C'est tout. Que vous n'osez pas faire. Non, Éric Zemmour, moi, je suis toujours prêt à un débat sur la question de l'immigration. Sur les flux migratoires, qui est un débat à la fois français et européen. Ça m'intéresse de vous répondiez à ces propositions qu'il cite souvent, justement. Non, mais qu'il cite souvent sur le plateau. Alors, est-ce que c'est réalisable, Manuel Valls? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est possible? J'étais en train de commencer comme cela. Alors, dites-nous tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir un débat sur les politiques migratoires, en sachant d'où viennent ces flux de migration, qu'ils soient des flux légaux ou illégaux. Chacun les connaît, la guerre, le réchauffement climatique, la faim, les problèmes de santé. Les peuples sont en mouvement. D'ailleurs, les plus grandes migrations pour le moment sont par exemple entre le sud et le sud, en Afrique. Les camps de réfugiés les plus importants sont au Nigeria ou en Ouganda. Mais il y a évidemment une pression migratoire qu'on voit notamment en Méditerranée et avec des drames tout à fait épouvantables, parce qu'on parle de femmes et d'hommes et d'enfants. Si. On place d'abord ce sujet. Deuxièmement, une autre chose est d'utiliser ce débat pour nous expliquer que nous allons perdre ce que nous sommes, c'est-à-dire notre identité blanche et catholique. Troisièmement, moi je suis prêt à tout débat, et notamment qui vise à restreindre les politiques migratoires, mais avec une question fondamentale: de quel type d'immigration avons-nous besoin ? De quel type d'immigration? Est-ce que nous avons besoin d'avoir, par exemple, des étudiants et de former des étudiants parce que c'est le rôle de la France? Alors faisons en sorte qu'on reçoive des étudiants. Faisons en sorte qu'on reçoive des étudiants dans des grandes filières de qualité, comme nous-mêmes, nous envoyons des jeunes Français dans des universités un peu partout dans le monde. Est-ce qu'on doit ouvrir un débat sur le regroupement familial? Oui, je le pense. C'est un sujet compliqué, y compris d'un point de vue juridique, constitutionnel, européen, humain. Mais c'est un débat qu'on peut parfaitement avoir. Troisièmement, de quel type, les chiffres de ce point de vue-là sont évidemment moins importants, d'immigration en matière d'économie? Et moi, je l'ai déjà écrit par le passé, c'est un sujet complexe aussi d'un point de vue juridique. Je suis favorable à des politiques de quotas, comme d'autres pays l'ont fait, par rapport aux besoins de notre économie. Donc je ne suis absolument pas fait. Quatrièmement, il nous reste 3 minutes. Quand l'immigration ou quand les immigrés
arrive dans notre pays, il faut une autre politique de peuplement, parce que sinon on va accroître la situation que nous retrouvons dans nos quartiers. Donc on peut traiter ces questions-là en républicain, en démocrate, avec des valeurs, avec fermeté, mais sans créer les conditions d'un affrontement et au nom de théories qui me paraissent aujourd'hui dangereuses, qui sont populistes et qui font mal à l'unité nationale. Éric Zemmour vous répond et ensuite vous aurez le mot de la fin. Deux choses. Quand j'entends un homme politique de gauche comme de droite dire on va gérer la question de l'immigration, mais avec fermeté et humanité dans le cadre des mesures républicaines et démocratiques, je sais qu'on ne fera rien. Parce que c'est exactement ça qui s'est passé depuis 40 ans. Sans respect du droit, sans humanité. Mais non, le droit est fait pour être changé, monsieur Valls. Non, monsieur Valls. Ce que je veux dire, c'est que le droit, aujourd'hui, nous empêche de faire quoi que ce soit. Monsieur Schuttel, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, a écrit des pages remarquables dans le Figaro là-dessus. Aujourd'hui, on ne peut rien faire. Donc il faut modifier le droit. Il faut absolument, impérativement, modifier le droit de façon radicale. Mais de façon radicale, il faut renverser la table. Parce que vous essayez de donner une teneur modeste, modéré, rationnel, à quelque chose qui est en vérité apocalyptique. Oui, monsieur Valls, la France est en danger et il y a un danger de mort du pays parce que ce que vous disiez, c'est pas l'Afrique est en mouvement, c'est pas parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la faim, etc. Non, parce qu'il y a la démographie. Parce que tout simplement, on est passé de 100 millions d'Africains en 1900 à on aura 2 milliards en 2050. Oui, donc voilà, c'est tout, c'est le seul sujet. Et donc effectivement, je pense que la France est en danger de mort et que il y a, oui, c'est pas pour susciter une quelconque haine, etc. Je ne hais personne. Je dis simplement que... C'est important de le dire, hein. Mais je ne hais personne. Absolument. Je dis simplement qu'aujourd'hui, nous avons un débat dramatique qu'on n'a pas abordé et qui est terrible. C'est qu'au sein de la gauche, aujourd'hui, les gens, on a le retour de la race. On a fini. On a le retour de la race dans le débat public. Non, pas du tout, c'est pas moi. Pas du tout. Moi, pas du tout, monsieur Valls. Pas du tout. C'est pour ça que vous nourrissez. Et le retour de la race, il est lié par la gauche, il vient par la gauche. Et justement parce que nous avons une explosion démographique qui nous submerge. Et donc oui, la France est en danger de mort aujourd'hui si l'on ne fait rien, si on ne renverse pas complètement la table. Éric Zemmour, on vous a entendu. Merci pour ce dernier mot. Manuel Valls, vous avez le dernier mot. L'explosion démographique est un sujet majeur. Et c'est pour ça que seule une stratégie commune de l'Europe avec l'Afrique permettra de régler ces problèmes-là. Mais il y a des projets, il y a des sujets, écoutez-moi, il y a des sujets concrets, difficiles, y compris sur la frontière mexicaine aujourd'hui. Mais c'est pas par les mots, c'est pas en agitant ces mots, les confrontations que nous y arriverons. C'est tout simplement en traitant ces questions-là. Et c'est la grande différence entre vous et nous. Alors juste avant de terminer, en 1942, c'est bien Vichy qui a organisé le rafle du Veldiv contre les Juifs français. La police française. Contre les Juifs étrangers, Christine. Contre les Juifs, la police française. Oui, et les Juifs étrangers. Merci messieurs pour ce débat. Manuel Valls, est-ce que vous avez remarqué que vous n'avez pas abordé tous les sujets, donc il faudra revenir? Je reviendrai avec plaisir. Voilà, on a fait plus d'1 heure. Merci beaucoup pour votre présence. Merci Éric Zemmour. Fin de cette émission. Tout de suite, la belle histoire de France, le temps des cathédrales, ces années où Notre-Dame était notamment construite. Comment, dans quelles circonstances? C'est tout de suite sur CNews.